S'agissant de la pédophilie, c'est résolument, hardiment une affaire compliquée. Très compliquée même. Quand une personne âgée de la quarantaine ou de la cinquantaine, voire de la soixantaine, viole ou sodomise un nourrisson âgé de moins de 5 ans. C'est le moins que l'on puisse dire de cette affaire à la fois sinistre, rocambolesque, scabreuse, abracadabrante, survenue dans un passé récent, dans l'arrondissement de Dibombari, à quelques kilomètres de la ville de Douala, où un septuagénaire, 76 ans, aurait violé et sodomisé jusqu'au pourrissement de ses organes génitaux et à plusieurs reprises, un nourrisson âgé de 18 mois seulement. Pire encore, sa propre arrière-petite-fille à lui. Et puis l'affaire du célèbre naturologue Clément Petchoko ayant bâti sa fortune sur la lutte contre le surpoids, accusé il y a 4 années par son épouse d'avoir, lui, Clément Petchoko, sodomisé ses 3 enfants, dont une fillette de 2 ans 8 mois. Eh bien, 4 années après, Clément Petchoko monte au créneau et décline sa version des faits. Exclusivement dans cette édition de Canal Détective, Clément Petchoko parle à bâton rompu de cette affaire alors que son épouse accuse. Aujourd'hui, j'en ai eu la confirmation parce que de visu, j'ai constaté le viol de mes 2 filles. Mes enfants ont été violés, toutes les 2, par la voie anale. Elles ont été sodomisées. On a fendu l'anus et la vagin, tu vois un peu. Et il y avait aussi quelques sangs derrière son dos. C'est là-bas qu'on découvre que l'enfant a été violé parce que le papa de l'enfant disait plutôt que l'enfant, comme l'enfant a passé nuit dehors, les pipis, l'enfant pleure par rapport aux pipis, peut-être ça l'a brûlé. Là, à l'entrée, là, la porte arrière était ouverte. L'enfant est entré par ici et la maison était fermée là lorsqu'on cherchait l'enfant. Donc c'est dans cette maison que dans cette maison, tout s'est passé. Je pense qu'il est important maintenant que je puisse faire taire tout ce qu'on dit, tout ce qui a été dit. Vous n'allez pas salir l'image de votre époux, salir l'image de vos enfants avec une histoire aussi sale pour de l'argent. Effectivement, c'est la maladie. Et parfois, il faut une dose spirituelle pour en sortir. La racine humaine, il recrute au berceau. Pour bien comprendre cela, il faut être né comme Agnès. Elle, qui a 18 mois seulement, le temps d'apprendre à tenir sur ses propres jambes, a été violée et sodomisée à plusieurs reprises jusqu'au pourrissement de ses organes génitaux. L'auteur du crime, son arrière-grand-père âgé de 76 ans. À 18 mois seulement, Agnès a éprouvé la plus triste des expériences et conservé la plus abjecte, disons la plus exécrable, la plus désagréable des souvenirs qu'un être humain peut avoir dans sa vie. Que de plus grave peut-il encore lui arriver? À 18 mois seulement, Agnès aura vu la mort, subi le péché, la méchanceté, la violence atroce et le mépris de tous les devoirs humains. Un cœur d'enfant brisé par les abominations les plus répugnantes de ce monde.
une personne chargée à 18 mois de l'exposé d'un procès. L'histoire d'Agnès, semblable à celle de plusieurs autres centaines d'années. Enfant du célèbre naturologue Clément Petiocco, ayant fondé son empire sur la lutte contre le surpoids. Au cœur d'une déchirure indescriptible entre leurs parents, leur mère accuse leur père de les avoir tous violés et sodomisés. L'affaire a fait le tour du monde et le père, quant à lui, 4 années plus tard, clame toujours son innocence alors que les enfants payent le prix babylonien d'une guerre indescriptible. Dibombari, dans la région du littoral Cameroun, à quelques kilomètres de la ville de Douala. Le jeune monsieur, connu de tous par la dernière actualité de sa famille, paraît bien petit, cloué sur son tabouret posé dans l'immense cour de sa bâtisse en matériaux provisoires. Il a ressorti du placard sa chemise jaune. De sa main droite, l'homme manifestement éprouvé soutient sa tête qui montre son vrai blason, c'est son visage au trait maussade. Et il pense sans doute à Agnès, sa fillette, et voilà qu'au prix d'un violent effort, le sieur Doumbé se lève à grand-peine. Il veut attendre debout l'équipe de Canal Détective qui marche jusqu'à lui. Interpellé par le cas de Agnès, sa fille cadette, âgée d'1 an 6 mois, c'est pour elle que nous sommes ici, a dit Bombari. En effet, il y a quelques semaines, Agnès a été victime de viol avec sodomie. Les enquêtes de la gendarmerie ont établi que l'enfant aurait été violé, sodomisé par son arrière-grand-père, âgé lui de 76 ans. Un certain Banguet, ancien fonctionnaire à la retraite. Pour commettre son forfait, l'homme aurait enlevé la fillette et c'est avec beaucoup de peine que Ndoumbé nous conte l'histoire pathétique de sa fille aujourd'hui meurtrie. C'était un samedi. Je me suis levé le matin. Ma petite fille a fait les selles à 2 reprises. Je lui ai fait la toilette à 2 reprises là. Et je suis parti lui remettre chez sa tante, tout juste ici à côté du cimetière de Bolelo. Bon, je suis parti me débrouiller parce que chaque fin de mois, on a toujours une réunion dimanche. Bon, dès que je suis parti dans le champ pour aller chercher, parce que c'est que dimanche il y a la réunion, je rentre donc vers les 13h, ma fille a été disparue. Ce jour-là, la nouvelle se répand sur le village comme une traînée de poudre. Ndoumbé se doute de quelque chose de grave et promet de s'en prendre à celui qui aurait enlevé sa fille. Ma tante est venue ici vers les 19h. On a dormi dans le même lit. Donc, vers les 4h, je suis parti lui accompagner à Bomono. En accompagnant ma tante à Bomono, c'est là où mon grand-père, lui, il est sorti vers les 4h. Il est venu rester tout juste, il y a une fontaine. Et puis l'un de mes cousins qui s'appelle le monsieur Etam ici, lui, il est sorti pour regarder si la fontaine coule pour qu'il puisse l'eau une fois. C'est là où il a trouvé mon grand-père là, assis. Et puis, mon grand-père demande à Etam que
Le problème de Ndoumbe, là, la fille de Ndoumbe, comment ça se passe? Et puis, État me lui dit que Ndoumbe a dit que si sa fille ne sort pas, si elle sort et elle trouve que c'est une femme avec un homme qui a tué sa fille, elle va commencer à tuer, donc elle va tuer toute la famille. Est-ce que vous aviez vraiment dit ça? Oui, j'avais dit ça. J'avais dit ça. Mais impuissant de sa menace, il ignorait sans doute à cette heure-là ce qui sera la suite de l'affaire et l'incroyable destin qui fixerait de manière irrévocable le sort de sa fille Agnès. Quelques heures plus tard, des jours après sa disparition, Agnès est retrouvée accroupie pâle dans une broussaille, face contre un mur en béton, dans un champ de manioc jouxtant la case de son arrière-grand-père, le sieur Ebongue. On a donc laissé ma tante là-bas, nous sommes rentrés pour venir voir le pasteur, pour qu'il annonce ça à l'église, qu'il y a un enfant qui a disparu samedi jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps qu'on était là-bas, c'est là où on nous appelle qu'on a déjà retrouvé l'enfant. L'enfant est sorti par où? L'enfant est sorti par derrière la maison de mon grand-père. Qui avait retrouvé l'enfant? C'est sa femme même qui a retrouvé l'enfant. C'est sa femme qui est partie prendre l'enfant là où se trouvait ma fille était, au milieu disons, entre lui et le monsieur, donc dans une barrière, quoi. Disons aux limites. C'est là où, sa femme a trouvé l'enfant. Comme une sorte de reconstitution des faits, c'est ici que le principal suspect était assis à 5 h du matin ce jour-là. L'enfant aurait été, selon des témoins, séquestré dans une vieille case où elle subissait les atrocités de son bourreau. Voici sa position assise. À 4h30, 5 h moins, que les voisins d'habitation sont venus voir si la bonne fontaine est ouverte à la bonne matinée pour qu'ils ne distribuent pas de l'eau avec les voisins. Alors, quelle est sa réaction à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit aux populations? Alors, il dit à la population que lui, il est venu visiter le père de l'enfant, or qu'il ne l'a pas fait. Et il parle quand même de la fillette. Le voilà donc. Il s'élève après l'accueil des voisins. Il s'élève catégoriquement. Oui. Il commence à manger vers son domicile. Ma femme était là pour attacher les miennes, comme vous voyez le banc. Si près laver l'assiette pour rouler les miennes. Bon. Où est-ce qu'on trouve précisément, enfin, le lieu où on trouve la petite? C'est où précisément? Le voici, nous voici qui marchons. Je vois au but. Lui n'a pas vu ma femme, c'est ma femme qui l'a vu. En passant pour aller s'asseoir là-bas. C'était au moment d'aller remettre de l'enfant. C'est dans la broussaille ici. Voici la maison en question. L'enfant, vous allez voir une nouvelle route ici. Cette porte était ouverte. Là où il avait une femme que lui, il jouait. L'enfant a fait un tour ici. C'est par ici que l'enfant est entré. Vous voyez les maisons en face. Mon frère en face est venu laisser l'enfant chez sa belle-sœur ici. Voici la maison du concerné. Oui. Oui. Donc on trouve l'enfant où précisément? Là, à l'entrée, là, la porte arrière était ouverte. Donc, l'enfant est entré par ici et la maison était fermée là lorsqu'on cherchait l'enfant. Donc c'est dans cette maison que dans cette maison, tout s'est passé. Que se cache-t-il derrière le mur de cette maison? Cette résidence, cette maison en matériaux provisoires, qui porte une histoire sinistre, dramatique. Puisque c'est à l'intérieur de cette maison que le sort sinistre et dramatique de la petite Agnès se serait scellé. Il y a quelques années, juste à un jet de pierre de la maison, là vous pouvez voir, disparaissait un garçonnet âgé de 12 ans, dans les mêmes circonstances que la petite Agnès, n'aura jamais été retrouvé. Et jusqu'aujourd'hui, les parents de ce garçonnet se demandent bien où est-il passé. Le visage pâle, craintive et blotti contre elle-même, c'est ici que Agnès est abandonnée sans ses vêtements par son bourreau.
Jusque-là, l'on ignore à quel type de traitement Agnès a été assujettie. Donc, quand vous avez retrouvé votre fille? Bon, l'état que j'avais retrouvé ma fille, dès le premier jour, bon, disons, le lundi qu'on a amené l'enfant à l'hôpital, c'est là où on a découvert que l'enfant avec la pouille sortait déjà. Donc, on a fendu l'anus et la vagin, tu vois un peu. Et il y avait aussi quelques sangs derrière son dos. Donc, j'ai les photos à la maison, hein. Oui. C'est ainsi qu'elle est amenée à l'hôpital de district de Bonassama où des examens médicaux vont clairement établir que la fillette a été violée par voie vaginale et anale. Les orifices d'Agnès sont complètement endommagés. Quelques soins intensifs lui seront administrés. Elle est évacuée à l'hôpital général pour une opération qui, faute de moyens, n'aura jamais lieu. Agnès réside actuellement chez sa tante d'Ameyoum, au lieu-dit Total Bonateki à Douala, et sa situation reste critique. Arrivé à l'hôpital général, nous avions fait là-bas 5 jours, 4 à 5 jours. On nous a dit que ça ne vaut pas la peine qu'on paye la chambre inutilement. Les médicaments qu'on a prescrits, ça vaut la peine que l'enfant suive le traitement. Avec le temps, on ne peut pas opérer l'enfant comme ça parce que l'enfant était infecté. L'enfant était toujours trop fatigué. Trop fatigué, l'enfant ne parlait pas. L'enfant te regarde comme ça. Dès que tu touches l'enfant, l'enfant fuit. Après ça, de temps en temps, je vais là-bas. J'ai un rendez-vous. Parce qu'on doit normalement opérer l'enfant. Parce que pour faire à ce que... Maintenant, là, le caca sort. Je voulais tout juste d'enlever. Dans notre sexe, donc... Je ne sais pas. Moyen de bon, on demande... Actuellement, on demande presque 600 000 pour qu'on puisse opérer l'enfant. Moi, je ne travaille pas. Ne voyez pas parce que je suis là, je ne travaille pas. L'enfant a de temps en temps des douleurs Bon, selon les médicaments, à l'instant T là, les douleurs sont déjà améliorées parce qu'il y a les médicaments que l'enfant prend matin et soir depuis 2 mois pratiquement. Donc par rapport à ça, ça va déjà un peu. Mais le véritable problème, c'est l'histoire des fesses là. Parce que l'enfant n'a où faire pipi, ça sort comme ça, les caca. Le rectum, tout ça, c'est une seule chose. Donc, tout a été touché. C'est la brigade de gendarmerie de Dibombari qui mène une enquête au sujet des auteurs et complices de l'enlèvement de Agnès ainsi que tout ce qui a malheureusement émaillé cette mauvaise aventure. Les principaux suspects, le sieur Ebonke et son épouse, sont interpellés. Ils méditent actuellement sur leur sort au fond du cachot de la prison centrale de Mbanga. S'agissant de l'affaire Petchoko, l'opération consistait dans cette émission procéder à des enquêtes qui permettraient de présenter la véracité d'une version, celle la plus limpide, la plus plausible, appuyée par des faits et des témoignages, plutôt qu'une autre construite autour d'un tissu de mensonges. Parce que 4 années après le soulèvement de cette affaire de sodomie des enfants de la famille Petchoko, la version du père accusé de viol et sodomie de ses propres enfants percute sans ébranler celle de la mère qui persiste à la charge. Mon mari est un père sodomite. Le 16 octobre 2008, peu après midi, le docteur Clément Petchoko est écroué dans une cellule du tribunal de première instance de Yaoundé. Ceci après avoir passé 2 jours au sein d'une cellule du commissariat central de la même ville. Son épouse, Christelle Petchoko, a déposé 2 plaintes contre lui. L'une au ministère de la promotion de la femme et de la famille et l'autre au tribunal de première instance de Yaoundé. Son avocat a également saisi le tribunal de grande instance. Elle accuse ce dernier d'avoir violé et sodomisé leurs 3 enfants. Selon les certificats médicaux légaux, la fillette de 2 ans présente un écoulement vaginal, un liquide jaunâtre qui sent très mauvais, nauséabonde. L'hymen est irrégulier. Elle a une vulvovirginité sur probable traumatisme vulvaire. On parle pour les 2 garçons d'une suspicion d'un probable traumatisme anal sur déchirure des sphincters et traumatisme vulvaire. Selon la mère, la première anomalie a été constatée chez la fillette de 2 ans. Les 3 enfants ont été violés et sodomisés parce que c'est 2 filles et un garçon. Donc les 2 filles ont été victimes de viol et le garçon a été sodomisé. Donc je constate les faits à travers le bébé
1 an 8 mois, parce qu'à l'époque, l'enfant avait 1 an 8 mois. 2 ans 8 mois plutôt. Je rentre de la maison, j'étais rentrée des cours parce que j'étais étudiant en médecine. Là-bas, je me fais savoir que l'enfant a fait les selles dans la couche. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, puisqu'elle dit déjà, je veux le pot, je veux faire les selles. Comment c'est fait si qu'aujourd'hui, elle le fait? Et puis là, je me rappelle que ça fait depuis 1 semaine qu'elle a recommencé de faire pipi au lit. Et là, je me suis dit, mais quelle est cette régression? Moi, ça ne s'explique pas. En médecine, quand il y a régression, il y a problème. Donc, je n'ai pas compris. Et j'ai pris l'enfant. J'étais fâchée, je voulais plutôt taper sur l'enfant. Mais je me rends compte que l'enfant n'a pas les selles. Et néanmoins, je sens une odeur nauséabonde bizarre. Et j'amène l'enfant dans la chambre, je vais changer l'enfant. Je me rends compte que l'enfant a un écoulement vaginal, de couleur verdâtre et nauséabonde. Selon Christelle Petchoko, l'attitude de Clément, son époux, paraît tout de même bizarre. On lui annonce, dit-elle, le viol de sa fillette et il parle d'autre chose moins pertinente, dit-elle, avant d'entreprendre de se rendre à Dubaï. C'était un lundi, il rentre du bureau, je lui fais pas la situation. Il dit non, il faut attendre après 1 semaine, si ça persiste, on pourra voir, on va mener l'enfant à l'hôpital. Étant du métier, moi je suis encore étudiant en médecine, mais lui il est en fonction, il est du métier, c'est un naturopathe. Il dit on va dans 1 semaine. Dans 1 semaine, problème vaginal, l'enfant a un écoulement vaginal. Moi, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Il dit non, on verra dans 1 semaine. Mais j'ai été choquée, j'ai accepté malgré moi. Après 1 semaine, l'enfant avait déjà des démangeaisons. Elle se plaignait déjà, maman j'ai mal, ça démange, maman j'ai mal. Et le papa avait un voyage qui devait se rendre sur Dubaï. Non, je lui fais pas la situation, il me dit bon, on verra après, tu vas recevoir. Après 1 semaine, il dit on verra après. Puisque le mardi, il est sorti sur Douala pour son voyage. Il est parti sans problème. Bon, j'amène l'enfant à l'hôpital de Oudja. Je passe là, nous habitons à Oudja. J'amène l'enfant à l'hôpital d'Oudja. Je rencontre le médecin-chef du dispensaire d'Oudja qui examine l'enfant et qui me dit mais madame, quel est l'adulte qui a essayé qui cherche son passage sur l'enfant? Je dis comment ça? Il dit mais vous êtes présenté tout à l'heure comme une collègue, venez vous-même voir, regardez, l'hymen est déchiré, l'hymen est déchiré. Et l'hymen non seulement est déchiré, mais il est irrégulier. Moi je constate, je vois la déchirure. Et on dit tous les jours que ces cas se reconstituent. Non, mais je vous assure que jusqu'à présent, quand je regarde le fait de mon enfant, c'est déchiré. Quand le papa rentre de Dubaï, il ne fait pas allusion à ça. Il me dit plutôt qu'il m'a gardé, il y a un véhicule qu'il m'a acheté qui arrive, qui est au port, qui arrive dans le bateau. Plein de cadeaux qu'il a versés sur le lit, parfum, portable et tout. Je dis non, il n'est pas question de cela. Parce que j'étais traumatisée. Il n'est pas question de cela. Les cadeaux, c'est tous les jours que je me fais des cadeaux dans cette maison. Il n'est pas question des cadeaux. C'est le premier enfant qui m'inquiète. Est-ce que c'est le petit beau qui aurait des chaussées, qui a violé l'enfant, donc il n'est même pas en contact, son cousin. Les gardiens ne sont pas en contact, ils ne rentrent pas à la maison. Donc je voulais voir qui a pu poser cet acte. Mais franchement, ma tête ne s'est pas dirigée vers lui. J'étais fâchée, je dis non, il faut qu'on essaie de voir, c'est la sorcellerie, c'est la magie, je ne sais pas ce que c'est. Il faut qu'on essaie de voir le problème qu'il y a. Il ne fait pas allusion à cela. Il ne dit rien. Je prends le carnet de l'hôpital, le dispensaire et le certificat médical. Je montre, il ne veut pas, il ne regarde pas, ce n'est pas son problème. Bon là je suis fâchée. Je rentre dans la chambre, dans ma chambre. Étant fâchée, je ne dis plus rien, j'étais fâchée. Le lendemain matin, il est rentré vendredi. Le lendemain matin, samedi, il n'a rien dit. Dimanche matin, il se lève à 6h pour tout son national de sport. Mon Goda, c'est tenue de sport. Il vient dans la chambre. J'étais couchée, j'étais là affalée parce que j'étais dépassée. Comment un problème aussi grave, le papa fait comme si de rien n'était. Il me dit, le combat que tu veux commencer là, tu ne peux pas mener ce combat avec moi. On m'avait interdit de ne plus dire ça, mais je vais toujours le redire. Il m'a dit, je vais corrompre tous les Camerounais jusqu'au chef de l'État. Tu ne peux pas mener ce combat-là avec moi. J'ai les moyens de ma politique. Je vous assure, monsieur le journaliste, je ne sais pas de quoi il était question. Le 29 août 2008, Christelle aurait entrepris de conduire la fillette à l'hôpital central de Yaoundé. Là-bas, les examens révèlent les mêmes résultats. C'est à ce moment-là que les gynécologues la conseillent de faire consulter les 2 autres enfants pour que le pot rose soit découvert. Voilà que c'est le second médecin de l'hôpital central. C'est grâce à lui qu'on découvre
Parce que le médecin dit, c'est le seul enfant que vous avez, madame. Je dis non, ça c'est le dernier enfant, j'en ai 3. Et il dit, et vous croyez que le viol a commencé sur le dernier enfant? Non, il a dû commencer sur les aînés. Et s'il a commencé sur les aînés, c'est là que vous saurez qui a commis cela. Parce que les aînés ont dû voir de qui. Parce qu'il m'a demandé, ils font quelle classe? Ils sont classe 5 et classe 4. Et ils ont respectivement 8 et 9 ans. Il a dit, voilà, ce sont les aînés qui vous aideront à trouver les traces de la personne. C'est comme ça que je prends le véhicule. Parce qu'il me dit, madame, ne partez pas garder le silence. Hein. Et comme monsieur est au courant là, faites attention. Il faut faire vraiment attention parce que comme vous ne connaissez pas qui est le coupable, il faut faire vraiment attention. Je rentre à la maison. Je vais à l'école. Je prends les enfants. Je fais la décharge parce que le fondateur me dit non, monsieur vient de laisser ses enfants. Comment vous venez prendre tous les enfants? Faites la décharge que vous retirez, vous avez pris les enfants. Je fais la décharge, je dépose, je rentre avec les enfants à l'hôpital. Mais en route, je demande aux enfants, vous me cachez quelque chose. Mon petit doigt me dit que vous me cachez quelque chose. Elle cuisine alors les enfants qui dénoncent, nous raconte-t-elle, celui qui sera désigné comme étant l'auteur des actes de viol et de sodomie sur ses propres mômes, le docteur Clément Petioko. Il aurait menacé de les tuer si il le dénonçait, renchérit-elle. Aux enfants, vous me cachez quelque chose. Mon petit doigt me dit que vous me cachez quelque chose. Le garçon qui calme sa position, il dit que lui ne veut pas mourir. Le garçon me dit là, il dit je ne veux pas mourir. Je garde la voiture. Il dit qui parle de mort ici? Il dit qu'il ne veut pas lui mourir. Il n'y a rien à dire, il ne veut pas lui mourir. Et la fille qui me demande, maman, est-ce que tu sais est-ce que tu peux me protéger? Est-ce que tu peux me protéger 3 fois? C'est là où moi je fonds en larmes. J'ai dit protéger par rapport à quoi? Et il faut noter que avant ça, j'avais remarqué des attitudes que je ne pouvais pas imaginer. Quand le papa est rentré, il klaxonne parce que là-bas au quartier, tout le monde connaît le klaxon de sa maison. Quand il rentre, il klaxonne. Comme les enfants accouraient d'habitude, il n'accourait plus. La fille qui était trop rapprochée de son papa a commencé à se détacher. Donc j'ai remarqué beaucoup d'attitudes, mais je ne pouvais pas savoir pourquoi. Je me disais, bon, peut-être elle ne se sent pas bien. C'est quand elle me dit, est-ce que tu peux me protéger 3 fois? Que je dis, protéger de quoi? Là, je garde la voiture, je sors, je prends l'enfant, je l'amène à côté. Je dis, protéger contre qui et pourquoi? Et elle ne dit rien. Après, elle me dit, maman, pas 2 fois. Papa est rentré dans la chambre, il a enlevé mon pyjama, il a enlevé mon slip et ils appelaient ça gros mot. Il a mis son gros mot dans mon gros mot. Et comme ça faisait mal, j'ai serré les pieds. Et j'ai voulu crier, il a dit, si je crie, si j'ouvre la bouche, il va me tuer. Si je parle de ça à n'importe qui, quel que soit l'endroit où je me trouve, il est présent, même s'il n'est pas là physiquement, il est là de façon invisible. Il va me tuer. Surtout à toi, si je te dis, il va me tuer. Moi, j'ai dit à la fille, tu mens. J'ai dit 3 fois à ma fille, tu mens. Parce que ouais, c'est quelque chose, quand on vous annonce là, vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire. J'ai dit, tu mens. Papa ne peut pas faire ça. Elle me dit, maman, pourquoi vais-je mentir sur papa? C'est là où je t'ai dépassé, je fonds en larmes. Même conduit, il n'y a plus moyen. Nous sommes restés après de 45 minutes pour que je puisse reprendre mes esprits et prendre le volant. J'amène les enfants à la maison, on repart à l'hôpital central. Le docteur examine. Et pour la petite fille, c'était pas encore comme pour le bébé. Donc pour le bébé, était plus grave que pour la fille de 8 ans. Donc elle avait des égratignures qui montraient qu'il y a eu frottement. Le garçon, son orifice anal était ouvert comme ça. C'est pour lui là que ça s'est reconstitué, que ça s'est refermé. Mais à ce moment, c'était ouvert. C'est que la présence d'esprit que je n'ai pas eu, c'était de filmer. C'était ouvert là. Donc c'était comme. Donc il le faisait à plusieurs. Voilà. Les 2 doigts du médecin sont passés aussi librement que. Mec. C'était pas mes 2 doigts, c'est mes 2 doigts sont petits. Mes 2 doigts se font un seul doigt du docteur. Et donc, ça veut dire que les 2 doigts étaient comme les 4 doigts là. C'est passé là, librement, et sorti librement. L'enfant n'avait même pas mal. L'enfant n'a même pas dit aïe ou rien comme non. C'est la panique totale, décrit-elle. La famille se déchire et Christelle est obligée le 25 septembre de se réfugier avec les enfants chez ses parents. À la question de savoir si le docteur Clément Petioko présentait auparavant des comportements pouvant nourrir une telle accusation, voici la réponse de Christelle. Si un matin, votre époux vous dit on va faire l'amour à 3 avec un employé ou avec un chauffeur ou avec ton ami ou
Le docteur Clément Petsoko est un célèbre naturopathe, auteur, opérateur économique qui a bâti sa fortune sur la lutte contre l'obésité. Aujourd'hui, pèse sur sa personne un lourd et délicat préjugé. Il est accusé d'avoir sodomisé ses 3 enfants, des enfants issus de son premier mariage. L'affaire remonta il y a 4 ans. Et comment traiter une information, une affaire aussi délicate sans venir s'abreuver à la source, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui rencontrer M. Clément Petsoko aujourd'hui pour qu'il puisse, de manière exclusive, donner sa version des faits au sujet de cette affaire qui a fait le tour du monde. Bienvenue chez moi. Merci. Michel, bonjour. Bonjour. Merci bien. Bienvenue. Ça va? Pour sortir de ce cachot, le docteur Clément Petsoko a aussitôt organisé sa défense. Il a alors commandé une contre-expertise qui va révéler que l'antérité des faits ne permet pas d'affirmer ou d'infirmer l'effectivité de l'agression sur le plan clinique. Aussi, le procureur de la République instruit une enquête de voisinage au quartier Messa-Mendongo qui va conclure que l'accusé est de bonne moralité. Et le 5 avril de l'année suivante, le tribunal de grande instance du Foudi rend une ordonnance de non-lieu en faveur de Clément Petsoko. Approché, le docteur Clément Petsoko clame son innocence. En racontant sa version des faits, il se souvient d'une époque très bruyante de sa vie. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Malik. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir chez vous l'équipe de Canal Détective? Bon je pense que vous m'avez contacté il y a pratiquement une semaine et vous m'avez parlé d'un sujet assez important, assez préoccupant sur lequel vous voudrez mener quelques petites enquêtes. J'ai dit pourquoi pas, je suis ouvert, ma porte est ouverte et je pense qu'il est toujours important, c'est un musicien qui disait pour mieux connaître quelqu'un, il faut aller vers lui. Alors, est-ce que vous êtes conscient de la gravité, justement, de la délicatesse du fait que nous allons aborder aujourd'hui? Oui, en tant que psychopathologue, en tant que psychologue, en tant que parent, effectivement, c'est un sujet préoccupant et je pense qu'il nécessite qu'on s'y investisse sérieusement, justement parce que c'est un problème qui peut entraîner des conséquences fâcheuses sur le développement de l'enfant et plus tard de l'adulte. Donc c'est un sujet assez préoccupant. Vous êtes accusé d'avoir sodomisé vos enfants. Est-ce que vous l'avez fait? Bien, je pense que cette histoire est vieille de pratiquement plus de 4 ans. Oui. Et avant vous, il y a plusieurs chaînes de télévision qui ont cherché à me rencontrer par rapport au sujet. Et vu leur démarche pas très catholique et vu les enquêtes également que moi j'avais menées sur les personnes qui étaient en dessous, j'ai pas voulu me prononcer. Encore que à ce moment, la justice faisait son travail, il fallait laisser le soin, n'est-ce pas, à la justice de faire son travail et voilà, de tirer une conclusion et que effectivement les coupables soient punis. Alors, puisque la justice a clos le sujet, je pense qu'il est important maintenant que je puisse faire taire tout ce qu'on dit, tout ce qui a été dit, justement parce que effectivement j'ai fait confiance à la justice de mon pays et justement cette affaire s'est soldée par un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire tout simplement que il n'y a pas eu assez d'arguments, n'est-ce pas, pour que la justice puisse continuer les débats. C'est-à-dire que effectivement je m'en sors tout simplement complètement propre de cette affaire. Alors, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait? Ça veut dire tout simplement parce que si je vous le dis, vous ne croirez pas parce que effectivement il y a quelque chose d'assez bizarre. Lorsque quelqu'un se plaint au Cameroun, le public, le commun des mortels pense toujours que la personne qui se plaint a toujours pleinement raison. Alors la justice est là parce que effectivement la justice est là, les magistrats sont là pour essayer de déterminer la vérité, voir exactement ce qui s'est passé, mener des enquêtes.
et dire exactement ce qui s'est passé et, si possible, punir les coupables. Selon le naturologue, cette affaire serait l'aboutissement foireux d'un plan élaboré au moyen de son épouse pour le détruire, le déstabiliser. Il parle d'espionnage industriel. Lorsque cette affaire a commencé, alors j'ai dit aux gens qui étaient venus me voir, j'ai dit à la presse qui s'est empressée à me diffamer, à me salir, à me traîner dans la boue, sur Internet, dans les presses partout. Effectivement, j'ai dit à ce moment-là que c'était une affaire d'espionnage industriel. Et justement, à cause de ma méthode, bien sûr, 3 étudiages, à ce moment, j'avais quelques firmes occidentales qui étaient venues me voir et voulaient acheter cette formule. Alors, j'ai opposé un refus catégorique parce que la somme était minable. Et ils ont donc voulu passer par je sais pas, mes côtes, hein, comme on le dit souvent, les personnes qui me sont chères. Ils ont utilisé ces personnes pour vouloir me détruire, pour me faire du chantage. Revenons sur le nœud de l'affaire, le nœud du sujet. Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec cette affaire-là? Je me souviens qu'à ce moment-là, vous étiez au Cameroun, vous étiez à Dubaï, et que c'était un coup de fil qui vous avait alerté à cette époque-là. Racontez-nous un tout petit peu le fil. Bien, vous savez, ça fait pratiquement 3 ans et il y a peut-être certains souvenirs qui ne vont pas me revenir. Ce que je sais, c'est que je reviens de l'étranger, je n'étais pas seulement à Dubaï, j'avais fait plus d'1 mois à l'extérieur où j'étais en Chine, j'étais au Qatar et j'ai fini par Dubaï. Et je suis rentré au pays, voilà, je gérais mes affaires quotidiennes, c'est-à-dire que en dehors de mes entreprises médicales, je fais également dans l'hôtellerie. Alors, je coordonnais une réunion dans mon complexe hôtelier à Yaoundé au Cameroun et à ce moment, j'ai eu la visite des personnes qui se disaient venues pour prendre un rendez-vous pour une consultation. Alors, je dis, il n'y a pas de problème, j'ai interrompu ma réunion parce que c'était une réunion avec le personnel. J'ai interrompu ma réunion pour rapidement leur dire de prendre un rendez-vous pour un autre jour. Et c'est dans mon bureau qu'ils me disent que voilà, je suis interpellé par le procureur. Alors, je ne savais pas exactement ce que j'avais comme problème. Alors, j'ai dit à mes employés, bon voilà, je vais aller répondre à cette interpellation. Je ne sais pas ce qui se plaint de moi et je reviens tout de suite. Alors, j'arrive directement, je suis gardé à vue, voilà, dès que j'arrive, on dit, voilà, c'est le démon là, c'est lui là. Toute la PJ était alertée, tous les policiers me prenaient comme un diable, un démon. Alors, c'est comme ça que, voilà, directement, je suis gardé à vue. C'est après, maintenant, qu'on commence à m'interroger. Je n'avais même pas le droit de prendre un avocat. Alors, j'ai dit, bon, alors, dans ce cas-ci, je n'ai même pas le droit d'appeler un avocat. Je préfère aller directement en cellule et tout et tout. Or, on s'est souvent demandé, au moment de traiter cette affaire, si une mère peut-elle, pour de l'argent, exposer sa vie et celle de ses enfants de cette manière. Si vous avez une personne comme votre époux qui a une autorité, ça vous fait plutôt honneur. Vous n'allez pas salir l'image de votre époux, salir l'image de vos enfants avec une histoire aussi sale pour de l'argent. Mais c'est plus que criminel. C'est pas une histoire qui va s'éteindre là, c'est dans les journaux. Et les enfants sont en train de grandir, mais quelqu'un pourrait les remettre ça sur le visage. Vous croyez que si vous avez monté une histoire comme ça, l'enfant ne vient pas vous demander, ne vient pas par l'âme pour tirer sur vous que maman, qu'est-ce que tu avais fait? Le docteur Clément Petioko, quant à lui, dit être victime des attaques sur sa personne depuis le déclenchement de cette affaire. Quand il ne s'agit pas de détruire ses véhicules et ceux de sa deuxième épouse. Elle aussi vit dans une peur indescriptible et se demande bien jusqu'à quand cela va durer. C'est pas facile avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce qu'il a vécu dans le passé. Le problème de viol des enfants, c'est pas facile. Partout où je passe, surtout avec l'histoire du journal, l'anecdote qu'on a eue l'autre jour là. Quand on passe partout, on me regarde, je vois les regards, mais je sais qu'on dit c'est sûr que c'est la femme du PD, du jeune homme. Je gère ça, je gère. Tant que je sais qui il est, je gère. Que c'est un papa formidable pour les enfants. C'est même un mari aussi formidable, dans la mesure où il n'embête pas, dans la mesure où il s'occupe bien de sa petite famille, il prend soin de sa petite famille. Donc c'est un monsieur bien, qui a aussi ses petits défauts comme tout le monde, mais vraiment des défauts gérables.
Clément et Christelle Petiokos sont tous deux aujourd'hui membres d'associations. Christelle, elle, de protection des droits de la femme et de l'enfant, et Clément, de l'Association mondiale des pères diffamés. Depuis plusieurs décennies déjà, le vécu camerounais a eu droit à ce type de nouvelles lugubres et scandaleuses remuant l'actualité locale et internationale, où l'analyse des faits avait pris tout le bien-être des affaires scabreuses, toute la clarté, tout le rayonnement des affaires relevant du mystère, avant de s'enliser dans le registre des affaires définitivement closes. Avant de parler de ce qui sera désormais l'affaire Epania, ces deux fillettes retrouvées mortes dans une piscine privée à Douala-Mbangué, qui peut nous dire, près d'une décennie après, ce qui avait tué le jeune Ndiomo Bogam au Hilton Hotel à Yaoundé. Les enquêtes ouvertes en ces temps-là par la communauté judiciaire de notre pays peuvent-elles nous dire aujourd'hui qui sont les auteurs de ce fait dramatique qui avait pourtant terni l'image de notre justice? Or, en voici une autre affaire toute fraîche, l'affaire Epania, dans le cahier des histoires dramatiques de notre pays avec la netteté des caractères hermétiques pour inspirer une nouvelle pensée que ceux qui ont peut-être compris sentent déjà fuir et s'obscurcir en elles-mêmes. Même en pleine vie, il y a là en effet pour l'observateur un bonheur ironique dont il ne se lasse jamais. Ouvrir le énième exemplaire de son œuvre, l'avoir fixé comme en relief et non plus dans cette grande ébullition du cerveau où elle est toujours confuse, encore une affaire de mort mystérieuse d'homme qui n'aboutira peut-être à rien. C'est vrai que la justice est à pied d'œuvre, l'affaire connaît des rebondissements, les enquêtes se poursuivent et les gens veulent connaître la vérité. Canal Détective, pour sa part, se limite à présenter les faits. Les amis de Epania Sikei, Kambi Rosie, âgée de 8 ans, et Epania Sopo Audrey Paola, âgée elle de 5 ans, deux adolescentes belles comme Marie, mère du Christ, ne lèveront plus jamais. Ils ont repris le lundi 3 septembre dernier le chemin des classes alors que Rosie et Paola, elle, reposent pour toujours au cimetière Ndjonjo à Douala Bonapriso. Morte par noyade dans une piscine privée au quartier Mbangué à Douala Bonamoussadi. Le drame affreux survient dans l'après-midi du 8 août 2012 dans une vaste résidence située en bordure de mer au lieu-dit Mbangué Carrière. La dite résidence aux allures d'un palais à la peinture jaunâtre est bien l'habitation cossue du sieur Samuel Ngando, au cadre de banque, directeur financier de la BICEC, Banque Internationale. En effet, il est environ 16 heures ce jour-là quand un cri intense de malheur alerte les riverains qui accourent. Ils vont apprendre sur le champ que la dame qui pleure à chaudes larmes vient de perdre ses deux nièces dans la piscine du sieur Ngando. Aucun riverain n'affirme avoir vu les cadavres ni avoir eu accès à l'intérieur de la résidence au moment du drame, encore moins avoir vu les corps sortir de la concession. Quelques journalistes arrivés sur place sont éconduits et personne ne veut témoigner, personne ne veut se mêler des affaires du sieur Ngando. C'est un homme très influent, très respecté dans le quartier. Ne filmez rien ici, nous lance un jeune homme manifestement violent. Sur ces entrefaits, nous rappliquons sur la base, c'est-à-dire à Canal 2 International, vu que la police n'est pas visible sur les lieux. À Bonapriso, à la résidence de maître Epania Sopo Priso, le père des défuntes, c'est la consternation totale. Il n'est pas en place, ni son épouse. Il se serait rendu à l'hôpital général, nous renseigne-t-on, et c'est en fait à la morgue de l'hôpital général de Douala que les deux corps ont été conduits par les membres de la maisonnée du sieur Ngando. Maintenant, la question centrale. Que s'est-il réellement passé dans cette résidence? Le 5 août 2012, le sieur Epania Sopo Priso, avocat au barreau du Cameroun, entreprend avec son épouse de conduire ses fillettes, Rosie et Paola, en Mbangué village, où elles vont passer 3 semaines de vacances chez leur tante paternelle, dame Mouyombon Jeanne, en service à MTN Cameroun. 3 jours seulement après leur arrivée en Mbangué, la mort les arrache à la vie, non pas chez leur tante, mais chez le voisin d'en face, le sieur Ngando. Nous apprenons ce jour-là que c'est une jeune fille qui accompagna les adolescentes dans la résidence d'en face où elles allaient passer quelques heures d'amusement à la demande d'un membre de la maisonnée. Or, on ne sait ni trop comment les enfants se sont retrouvés seuls au bord de la piscine au point de se noyer. Du coup, les rumeurs ont proliféré à ce sujet, vu qu'au moment de l'extraction des corps, ni la police, ni les parents, encore moins les proches des enfants, ne sont présents. Sur les lieux,
Les corps sont directement acheminés à bord d'un ML noir, souvent piloté par l'épouse du sieur Gando, toutes choses ayant le don d'entretenir des supputations. Elles feront d'ailleurs ces supputations leur bonhomme de chemin jusqu'au jour de la levée de corps. Le père des défuntes, le sieur Epania, accorde une interview exclusive à Canal 2 International et fait des terribles déclarations. Le 5 août 2012, mon épouse et moi avons accompagné nos enfants, passé 2 à 3 semaines de vacances chez ma sœur aînée qui habite en Bangue village, la nommée Madame Ekite, Nimiambo Nepanya Jeanne. Nous avons laissé les enfants. Le domicile de ma sœur aînée n'est pas très éloigné du fleuve Vouri qui passe juste derrière. Le fleuve est environ à 50 mètres de son domicile. Et pour moi, ce fleuve constituait un danger pour mes enfants, raison pour laquelle j'ai donné des instructions que mes enfants ne sortent pas de la maison. À elles-mêmes, j'ai parlé, je leur ai dit, il y a l'eau qui est derrière, c'est dangereux. Je devais rendre visite à mes enfants le mercredi 8 août. C'est vers 17h30 que je reçois un coup de fil qui m'annonce le décès de mes 2 filles. J'ai pris la direction de Baguin Village et c'est par la suite que j'ai été dérouté plutôt vers l'hôpital général. J'ai trouvé les corps de mes 2 filles déjà emballés dans une housse, dans 2 housses. Malgré mes tentatives d'ouvrir ces housses pour voir mes enfants, cela m'a été refusé. Le médecin pédiatre qui m'a reçu et qui m'a dit que c'est lui qui avait reçu les corps des enfants répondait à peine à mes questions. Parce qu'il était scandalisé, avocat de mon État, que 2 enfants décèdent dans une piscine, qu'on transporte les corps à l'hôpital, sans appeler la police, sans appeler les parents, qu'on traite les corps des enfants, qu'on les emballe comme si on voulait cacher quelque chose. C'est par la suite que, dans la journée d'hier, lorsque j'ai reçu les certificats de genre de mort de mes enfants, c'est là où j'ai compris que mes enfants ont été violés. Aujourd'hui, j'en ai eu la confirmation, parce que de visu, j'ai constaté le viol de mes 2 filles. J'ai eu une altercation sérieuse avec le commissaire du 12e arrondissement qui m'a appelé dans son bureau hier et m'a proféré des menaces. Je tiens que cela soit su. Il m'a proféré des menaces. Lui et moi, nous nous sommes séparés dans de très mauvaises conditions. Parce qu'il affirmait avoir lu le rapport du médecin légiste et que ce rapport disait qu'il y a eu viol longtemps avant que ses enfants n'arrivent en vacances chez ma grande sœur. Ce que ne dit pas le rapport. Je me suis rapproché du médecin légiste qui m'a bien confirmé qu'il n'a jamais écrit cela dans son rapport. Alors ce commissaire est en train de vouloir faire des manipulations par rapport au décès de mes enfants. Ça ne passera jamais. Mes enfants ont été violés, toutes les 2, par la voie anale. Elles ont été sodomisées. Cela a été constaté ce matin. Mes enfants seront enterrés. Mais la justice suit son cours. Je tenais à le dire, parce que ce sont des actes ignobles qui ne peuvent être tués. Ce sont des actes criminels. Et les coupables, je l'espère, ils seront châtiés après avoir été découverts. Cette sortie très émouvante du sieur Epania a le don d'ouvrir ou de donner une nouvelle orientation aux enquêtes, mais surtout de questionner la crédibilité du commissaire du 12e, le sieur Georges Ella, qui l'incrimine sans façon. Mais de cette incrimination, j'ai eu une interrogation principale.
Quel est le nœud de la remuante discorde entre le sieur Epagna et le commissaire du 12e en charge des enquêtes préliminaires en ces temps-là? Nous allons apprendre par la suite que le sieur Epagna et le commissaire du 12e se sont crêpés les chignons au sujet des résultats de l'autopsie. De sources bien introduites, les résultats de l'autopsie réalisés par le commandant médecin Fouda Bekolo révèlent que les fillettes sont décédées des suites de noyades et manœuvres anorectorales suspectes, dont les enfants auraient été sodomisés. Par qui? Question à 1000 balles. La question reste sans réponse. Or, au commissariat du 12e, l'on nous informe que le jour où le sieur Epagna et le commissaire Ella se sont disputés à vive voix, alertant toute l'institution, il n'était pas attendu sur place, monsieur Epagna. Une information que repousse formellement le sieur Epagna. Le jour de la mise en bière, les morguiers et les témoins sur place observent, tout comme le sieur Epagna et les membres de sa famille, que les anus des deux fillettes sont ressortis tels des hémorroïdes, ce qui atteste bel et bien que les enfants ont été sodomisés. Or, selon le sieur Epagna, le commissaire du 12e aurait insinué que les enfants auraient été sodomisés avant leur entrée dans la résidence du sieur Rando. Toute chose qui ne corrobore pas aux idées du sieur Epagna, qui pense, lui, que ces enfants auraient été violés dans la résidence du sieur Rando. Autre chose qui intrigue les enquêteurs. Le 13 août dernier, après avoir visualisé les bandes montrant les images issues du serveur des caméras de surveillance de la résidence du sieur Rando, 47 caméras au total de surveillance, disséminées ci et là, le sieur Epagna saisit par courrier le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lokoti pour demander de surseoir, c'est-à-dire d'arrêter la mesure d'autopsie requise pour déterminer les causes exactes du décès de ces deux filles. Or, même si le plateau technique médical n'est pas assez sophistiqué pour faire des prélèvements subtils qui pourraient irréfutablement, en déterminant les causes réelles du décès de ces deux filles, lier l'acte de sodomie à un tierce individu susceptible d'en être l'auteur, il reste clair que dans notre pays, seule l'autopsie peut en faire foi. Or, le sieur Epagna, pour des raisons personnelles, a écrit la lettre dont voici un extrait. S'adressant au procureur, il écrit « Une autopsie a été requise par votre parquet pour déterminer les causes exactes du décès de mes filles. Pour des raisons personnelles et surtout après avoir personnellement visualisé la vidéo de leur décès, je vous prie de bien vouloir surseoir à cette mesure d'autopsie des dépouilles de mes filles en attendant que la justice puisse avoir accès aux bandes de surveillance vidéo pour leur exploitation. » Si le sieur Epagna n'admet pas que les enfants ont été violés avant le jour de leur décès, bien d'autres questions tarauderaient alors l'esprit des enquêteurs. Une fillette de 5 ans peut-elle elle-même assurer sa toilette? Qui nettoyait ses enfants pour ne pas remarquer qu'elles sont défoncées à l'anus si c'en était le cas? Revenons maintenant dans la résidence du sieur Rando. Les images montrant les fillettes en train d'accéder à la piscine devraient déterminer à travers leur comportement, le comportement de ces enfants de 5 et 8 ans, encore des filles, si elles viennent de subir quelque chose de particulièrement violent et dénigrant comme la sodomie. Si les enfants ont été sodomisés dans la résidence du sieur Rando, ce jour-là, on devrait le savoir à travers leur comportement au moment où ils approchent la piscine. Pourtant, de sources très proches du dossier, les images de la noyade montrent les fillettes s'amusant au bord de la piscine. Elles tiennent chacune une grosse peluche, des poupées de couleur marron et blanche. Elles sont toutes gaies et en aucun moment l'on a l'impression d'avoir affaire à des mioches qui viennent de connaître quelque chose de particulièrement violent et étrange. Rosie est la première à entrer dans la piscine pour récupérer sa peluche qui s'éloigne à la surface. Sa sœur Audrey Paola, prise de panique, voyant sa grande sœur en difficulté, plonge dans l'eau pour tenter de lui apporter son secours. Les deux gamines s'agrippent et Rosie réussit, elle, à retrouver le bord, mais pas sa petite sœur. Elle rapplique et c'est le moment fatal. Elles vont sombrer et pendant longtemps jusqu'à l'agonie, puis la mort. Quelque temps après, on assiste à l'extraction des corps, puis, au bouche à bouche, l'autre thèse pourrait envisager l'hypothèse selon laquelle les enfants auraient été sodomisés avant, et la suite des enquêtes devrait nous le révéler. C'est donc une affaire à suivre. Docteur, que pensez-vous de la pédosodomie? C'est un problème qui est profond, en fait. C'est une sorte de dégénérescence de la nature humaine qui
qui est en train de dépasser les normes générales de la vie émotionnelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à considérer à la légère. C'est très profond. Et c'est un signe que si rien n'est fait, nous allons vivre d'autres exactions de cette nature-là. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette propension des personnes d'un certain âge à s'en prendre sexuellement à des adolescents, parfois à des nourrissons, par voie vaginale et aussi par voie anale? Pour nous, les hommes de Dieu, en fait, il n'y a que peut-être une réponse à cela. C'est le rejet de l'ordre divin. Vous savez, quand les gens ne veulent plus écouter ainsi parle l'Éternel, eh bien, ils sont comme des bateaux sans boussole dans la mer en furie. Et ainsi, les conduites sont les plus dégénérées possibles. Mais en réalité, parce que ces actes qui se font aujourd'hui sont des choses que Dieu a interdites dans sa parole. Il a dit non, on ne doit pas faire cela. Et dans le peuple d'Israël, dans l'économie juive, de tels agissements étaient censurés par la lapidation ou bien par la consommation au feu, parce que ce n'était pas bien pour la société. Alors, ce n'était pas bien pour la société, mais dites-nous de manière concrète, comment peut-on qualifier de tels actes? Parce que dans l'imagerie populaire, cela serait de l'ordre de la sorcellerie. Est-ce qu'on a le droit de le penser ici, chez vous, homme d'église? Et en effet, oui, parce que je disais tantôt qu'il y a deux forces en présence, les forces du bien et les forces du mal. Et la décision, les forces du mal veulent faire exactement le contraire de l'ordre établi. Dieu, nous croyons à un Adonai, un créateur, qui a un ordre établi, qui a dit, voici comment les relations humaines devaient se faire. Mais l'ordre contraire, l'ordre de Lucifer, parce qu'il faut le dire clairement que, en fait, le conflit cosmique qui existe, il existe entre les forces du bien, dirigées par Adonai, et les forces du mal, dirigées par Lucifer. Donc, Lucifer veut être l'antidote, le contraire de ce que Adonai demande. C'est ainsi donc que si la règle normale veut que l'on soit gentil avec les enfants et autres, il faut maintenant que Lucifer propose la destruction de la race humaine. Parce que ces actes vont causer des difficultés psychologiques même pour ce jeune homme, s'il survit. Parce qu'il y a quelquefois d'autres qui n'en survivent pas, ils en meurent. Et ces aînés qui font ça deviennent eux aussi coupables parce qu'il y a un phénomène qu'on néglige, la conscience. La conscience est rebelle et terrible. Même lorsque vous pensez, vous en passez, elle ne vous laissera pas dormir. Et quelquefois, le chagrin, le remords est tellement dur envers ceux qui commettent de ces actes, qu'ils en meurent eux-mêmes. Et parfois, on peut passer d'une crise cardiaque, d'une schizophrénie et beaucoup d'autres choses qui arrivent. De manière, sur le plan médical, on dit souvent que des personnes qui se rendent coupables de tels actes, des actes de viol et de sodomie sur enfants, le médecin lui dit qu'il s'agit des personnes malades, mentalement malades. Oui, mais vous savez qu'en fait, du temps de l'économie de Yeshua, quand le Messie était sur la terre, même les épilepsies, lui, il priait, il invoquait la puissance de son Dieu pour les guérir. En fait, la maladie, on peut considérer que c'est la maladie, la schizophrénie, c'est en bordure de la folie. Et qu'est-ce qui nous rend fous? C'est parfois le stress, la difficulté, la peur et tout ça. Toutes ces choses sont provoquées par le manque de confiance en Yahweh. Quand on n'a pas l'assurance, il y a les suicides, il y a d'autres. Imaginez-vous quelqu'un qui arrête de vivre. Ça veut dire qu'il est sous le poids d'une pression parfois mystique, parfois sociétale, qui font en sorte qu'on fait des choses. Mais dans le cas, quand le médecin dit que c'est la maladie, effectivement c'est la maladie. Et parfois, il faut une dose spirituelle pour en sortir. Celui qui applique son esprit à l'impossible découvre toujours la vérité.
L'information, vous la tenez peut-être au terme de cette édition, mais Canal Détective enquête toujours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une fois que nous avons été avertis de la personne en question, nous l'avons rencontré et le monsieur s'est prétendu être l'un des neveux du chef de l'État et que par le biais de cette familiarité avec le président, qu'il avait des ouvertures auprès de tous les ministres, de tous les ministères, y compris la douane et tout le reste. Il a fait des promesses démesurées auxquelles nous avons cru parce que c'était quand même un diplomate qui nous l'avait présenté. Donc on a cru bon de croire en sa fiabilité.